Pourquoi aller, je veux dire, avoir passé le strict cadre des affaires, aller dîner avec quelqu'un 357 au Club Saint-Denis, ça, j'en suis n'importe quand. Mais d'aller souper, d'aller sur les bateaux, d'aller faire un paquet de choses de même, là, si ce n'est pour un avantage. Parce que c'est vous qui a qualifié de relation d'affaires, là. Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a des pratiques d'affaires qui évoluent avec le temps. Là. Ce qui était acceptable dans les années 80, en 90, c'était d'autres choses. Dans les années 2000, c'était d'autres choses. Vendredi 5 avril, ici Christine Fournier. Sous la loupe de la commission Charbonneau, aujourd'hui, l'intégrité des firmes d'ingénierie. Au cours des dernières semaines, la commission a entendu plusieurs témoins provenant de firmes de génie, firmes qui ont toutes fait partie d'un système de collusion en faisant notamment du financement de partis politiques. Les ingénieurs sont soumis à un code de déontologie de par leur ordre professionnel, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement des firmes de génie qui les emploient? Est-ce qu'elles devraient aussi être soumises à une espèce d'ordre quelconque, à un code d'éthique? Alors, pour aborder le sujet de l'éthique des firmes de génie, j'ai à mes côtés Bernard Lapierre, il est philosophe et éthicien. Et puis, il donne aussi le cours éthique appliqué à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour, Monsieur Lapierre, merci d'être avec nous. Bonjour, madame. Alors, ce cours-là est obligatoire, dit-on, depuis 12 ans, le cours que vous donnez. Est-ce que ça intéresse les étudiants? Ah oui, tout à fait. Les étudiants ont de plus en plus d'intérêt. Nonobstant la commission Charbonneau, les nouveaux étudiants qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut réaliser que ces jeunes-là sont sensibilisés à plusieurs questions que leurs aînés, de toute évidence, n'étaient pas sensibilisés à ces questions-là. Oui, oui. Évidemment qu'à l'intérieur de ça, des questions environnementales, le développement durable, tout ça, c'est des discussions, des réflexions qui sont faites aussi dans le cadre de l'éthique appliquée à l'ingénierie. Oui. Est-ce que vous êtes surpris par les révélations qu'on entend à la commission Charbonneau? On apprend que des grandes firmes de génie ont participé à un fameux système de collusion à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense... c'est peu de choses. Bon, est-ce que je suis surpris? Je ne suis pas surpris. Pendant que vous continuez à parler, je vais monter votre microphone parce qu'on ne vous entend pas vraiment bien. Okay. Voilà, comme ça, ce sera mieux. OK. Alors, parfait. Oui, non. alors, qu'est-ce que vous pensez des révélations de la commission? Alors, c'est surtout une question de... Les révélations de la commission, bon, comment prendre ça? Est-ce que ce sont des révélations dans un premier temps? Est-ce que l'univers du monde des affaires comprend les enjeux de l'éthique? Ma réponse, c'est non. Bien avant Charbonneau, c'est tout à fait non. Donc, pas surpris par ces révélations? Non, pas du tout. Que des firmes se soient organisées ensemble pour se partager les contrats, qu'on ait, entre autres, peut-être corrompu des fonctionnaires, qu'on ait participé à un système de financement illégal en utilisant des prête-noms, puis en faisant également de la fausse facturation pour pouvoir obtenir de l'argent comptant. Donc, il n'y a rien là-dedans qui, à votre avis, s'avère une révélation? Non. Au contraire, on perpétue ici quelque chose qui est très problématique à mes yeux, c'est la confusion entre l'éthique et l'univers juridique. Expliquez-nous ça, simplement, pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est que, bon, l'éthique, c'est un concept qui est vu... le mot éthique apparaît bien avant Charbonneau, à peu près à toutes les sauces dans notre vie, dans la société, au niveau de l'État, un peu partout. Ah, ça, c'est pas éthique, ceci est éthique. On essaie de mettre un cadre pour que les choses se passent dans l'ordre. Théoriquement. Oui. Théoriquement. Alors que c'est un concept un peu valise, un concept un peu fourre-tout. Derrière ce mot-là se cache plein d'enjeux, etc. Si on porte attention à ce que c'est l'éthique et l'éthique appliquée, c'est une sous-branche de la philosophie qui vise l'exercice du jugement critique en vue de prendre des décisions, souvent dans des situations délicates. Alors, ce qu'on observe, c'est une récupération de ce concept-là dans l'univers juridique. Oui. Alors, on dit maintenant, et la preuve est, c'est que les fameux codes d'éthique dans les entreprises, si on les lit attentivement, on va retrouver à 95 et plus, en fait, les normes juridiques de la société, qui ne sont qu'un rappel que vous devez respecter la loi. Donc, il y a un peu de confusion, là. Lorsqu'on parle d'un code d'éthique, c'est souvent le cadre juridique dans lequel on doit travailler. Et quelle est la fonction de ce code-là? À quoi sert-il? Dans l'organisation. À quoi devrait-il servir? À quoi devrait-il servir? Ça, c'est autre chose. Je vous pose la question. Mais à quoi sert-il? Il sert principalement d'une protection juridique pour ces compagnies-là. Il sert aussi d'une affiche. Hein? Ce qu'on va afficher pour rassurer les actionnaires de notre compagnie, pour rassurer monsieur et madame tout le monde, pour rassurer... Se gagner de la confiance. Se gagner de la confiance, augmenter notre crédibilité. Ça nous sert d'affiche. On place encore une fois le mot éthique là-dessus. Alors que si c'était un véritable cadre éthique et non pas juridique, qu'est-ce que ça devrait être?
Bien, justement, à partir du moment où vous encodez l'éthique, ce qui est un non-sens pour moi, c'est quelque chose qui devient complètement inerte pour l'individu qui travaille dans l'organisation. C'est un code qui a probablement signé à son embauche. Est-ce qu'il va revenir dans sa vie un jour sous une forme ou une autre? Probablement pas. Et on va mettre ça sur une tablette et on va dire, bien, vous avez signé le code d'éthique ou vous avez connaissance du code d'éthique qui, en fait, est un code qui rappelle les normes juridiques, en fait. Oui. Alors, à défaut d'être des normes juridiques, ce que ça devrait être de plus, c'est beaucoup la forme de valeur qu'on doit promouvoir dans une entreprise. Bien, exactement. Si on pourrait même postuler et avancer, et je vais le faire, que l'utilisation de ces codes-là, c'est une résistance à l'éthique. Hein? C'est de noyer le poisson et de faire comme s'il y avait une éthique, comme si les valeurs étaient importantes. Donc, les vous valeurs dites, de les notre... règles du code d'éthique sont celles qu'on doit contourner. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Absolument. C'est dur, là. Oui, tout à fait. Alors donc, si on devait fonctionner comme ça, on voit des firmes qui gonflent des contrats, qui fonctionnent un peu comme des mafias dans la construction, comme on l'a vu, là, parce qu'on fonctionne un peu de la même façon. Là, on ne parle plus d'éthique. On est vraiment dans le cas du crime, parce que c'est le vol des contribuables dans ce sens-là. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment la commission Charbonneau et les témoignages vont nous amener à décrire un système. N'est-ce pas? Comment ça fonctionne. La question qui me préoccupe, moi, c'est comment il se fait que l'individu a adhéré à ce système-là. Est-ce que vous avez une réponse en tête? Oui. Quelle serait-elle? Bon, ce qu'on peut observer aujourd'hui chez les individus, c'est qu'il y a définitivement... c'est très difficile d'exercer son jugement, en général, dans nos vies, et dans nos vies professionnelles, et dans nos vies d'affaires. Oui. Il y a comme une abnégation de la réflexion, il y a une abnégation de l'exercice du jugement. Alors, ça va se présenter comment, ça? C'est des gens qui sont incapables d'éprouver la norme. Ils ne sont pas capables de vérifier si ça a du sens ou pas de sens. Donc, parce qu'on n'en discute pas avec d'autres? Parce qu'on est soi-même avec soi-même? On est soi-même avec ses semblables. Ensuite, c'est des gens qui ne sont pas capables d'être affectés par la norme. Ils sont incapables de dépasser une simple adéquacité d'un acte avec une norme. Ça sert à quoi, la norme? Ils ne savent pas. On nous impose quelque chose. C'est très hétéronomique. Ça vient de l'extérieur. On me contrôle. Vous l'avez aussi dans les témoignages à l'occasion. On dit toujours, oui, effectivement, on n'avait pas le choix que d'entrer dans ce système de collusion-là parce ça, c'est une autre question. C'était la façon pour obtenir des contrats. Oui. Donc, ces gens-là, puis là, j'y arrive à ça, ils ont une incapacité de penser. C'est aussi radical que ça. Vous êtes très dur envers les gens qui ont témoigné. Et ils sont... Non, c'est pas les individus en tant que tels. C'est du système au complet qui va favoriser ça. C'est pas monsieur un tel ou monsieur un tel. C'est pas de ça que je parle ici. Oui. Et c'est des gens qui vont avoir des modèles et qui vont en arriver à dire « je ne peux pas faire autrement ». Hein? Nous amener sur une voie de dire « je ne suis qu'un rouage », c'est-à-dire qu'il réduit sa personne à une simple fonction. Et par la suite, ben, je n'ai pas le choix, donc je fais le moindre mal. Je fais un moindre mal parce que je fais rouler la compagnie, je fais rouler le système. Et ça, c'est très grave parce qu'ils évacuent du même coup qu'ils commettent le mal, ils commettent le crime. Mon Dieu, c'est quelque chose qui devient quasiment spirituel à la mesure où on est face à son âme soi-même. On a entendu à l'ouverture d'émission Rosière Soriol de Firme Dessau qui parlait de ce qui était acceptable dans les années 80 versus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté, pour ainsi dire, à une dérive là, de la part des firmes de génie québécoises au cours des dernières années? Vous avez parlé de ce rouage-là, mais pour les firmes de génie comme telles, est-ce qu'il y a cette espèce de dérive auquel on a assisté? Pour les films de génie, oui. Là, en l'occurrence, ici, on parle de films de génie, mais moi, j'englobe, en fait, toute l'éthique des affaires, toute l'éthique des organisations. Oui. Oui, effectivement, on a réalisé que ce à quoi on s'attendait lorsqu'on a implanté cette thématique-là d'éthique des affaires dans les organisations, particulièrement aux États-Unis, ça n'a pas donné de résultat. On a vu que dans les années 90 aux États-Unis, l'État a pris le leadership d'imposer de l'encadrement. Oui. Parce que la démarche de code ou d'encodage n'arrivait pas à remplir ses objectifs. À donner des résultats. À donner des résultats. Puis ça, c'est pour l'ensemble des modes de production dans nos sociétés, y compris les firmes d'ingénierie. Voilà. Alors, écoutez, M. François Perrault de la firme Génivard, qui il nous a expliqué là, que finalement, toutes les firmes faisaient partie du système, donc on en faisait partie, nous également, puis ça va relancer la discussion. Okay. Quand la nombre de firmes que je vous ai nommées tantôt, là, tout le monde était là. Alors, tout le monde était là. Et tout le monde joue le jeu.
Alors, tout le monde connaît les règles et tout le monde respecte les règles à votre connaissance? Bon, là, je peux pas parler pour les autres, là. Est-ce que les gens respectent les règles au niveau de la soumission et de la collusion, là? Oui. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ce commentaire? Je pense que monsieur démontre clairement ce que je viens de tenter d'expliquer, oui, à savoir c'est ça. en fait, c'est comme s'il était en train de nous dire, écoutez, s'il n'y a pas de règles qui m'encadrent, moi, je suis prêt à tout faire. Et tout faire, c'est pas en termes schizophréniques. Je vais tout faire pour faire le plus d'argent possible. Et à ce moment-là, la fin justifie les moyens, si vous voulez. Oui, c'est ça. Le bar est ouvert. Je peux commettre si on ne me prend pas. Parce que derrière tout ça, il y a la question de la responsabilité. On peut voir la responsabilité de deux façons, en fait. D'une façon très juridique, où on est imputable de. Et donc, on va rendre compte à un tiers dans la société sur si on est imputable, nos gestes. Et puis, il y a une autre façon qui est évacuée aussi de nos systèmes présentement par cette vision-là quasi juridique ou totalement juridique de la responsabilité, à savoir l'engagement, la promesse. Et là, on n'est plus à répondre d'eux, on est à répondre à des individus. Et ça, c'est évacué aussi. Oui, voilà. Mais le message de fond qu'il faut bien comprendre dans ce type de propos-là, que ce soit monsieur, et c'est déjà documenté, ça, c'est que si vous voulez qu'on agisse de façon éthique, encadrez-nous. C'est d'une profonde irresponsabilité. On se désiste de tout ça, là, c'est ça. On se désiste de notre responsabilité, puis à la limite, on est en train de nous dire à nous, l'ensemble des ours que nous composons dans notre société, bien, faites donc votre job. Oui. Quel type de société que ces gens-là nous proposent? Et là, on n'a pas affaire à des personnes qui se retrouvent en difficulté financière. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de se séparer, qui a des problèmes de jeu. La firme n'est pas en train de faire faillite. Alors, c'est d'autant plus difficile à expliquer, j'imagine, dans un sens où la firme va bien. Ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie et qui n'auraient en principe aucune raison de s'associer à un tel système. En principe, mais on va faire une petite distinction encore une fois. Un acte criminel au Canada, présentement, des personnes qu'on pourrait qualifier de criminels, ça représente à peu près un peu moins que 6 de notre société. Ce à quoi on fait face présentement, c'est des personnes ordinaires qui commettent des actes criminels, potentiellement, ou illégaux, frauduleux, etc. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas cette position-là, je ne peux pas l'évaluer. Oui. Sauf que c'est des gens ordinaires. Comment il se fait que des gens ordinaires en arrivent là? Dans une dérive totale, non seulement sur le plan légal potentiellement, mais sur le plan éthique, assurément. Comment ça se fait, ça? Oui. C'est que une des tristes réalités à laquelle on fait face, c'est que ce qu'on appelle le mal va être commis par des gens qui ne sont jamais décidés à commettre ni le bien ni le mal, mais qui fonctionnent. Et qui suivent le courant. Et qui suivent le courant idéologique. Vous savez qu'on est dans une idéologie de performance, de consumérisme, etc. Et qui suivent ça, ils n'exercent plus leur jugement. Ah oui. Point final à la ligne. Ils fonctionnent. On va s'arrêter pour faire une pause. Et justement, en écoutant M. Soriol qui explique que finalement, c'est peut-être la peur de ne pas avoir de contrat qui a fait en sorte qu'on a adhéré au système. L'argent que vous donniez à M. Trépanier représentait une goutte d'eau dans l'océan. Et si je comprends bien, ça vous importait peu de savoir ce qu'il faisait avec du moment que vous aviez vos contrats. Bien, une goutte d'eau dans l'océan, je ne dirais pas cette phrase-là, si vous voulez. On peut quand même se remettre dans le contexte. Là, on se fait appeler. J'explique un petit peu les fameux cocktails, puis les cocktails, puis les cocktails, puis les cocktails. Là. On se fait appeler. Il y a le cocktail de l'Est, le cocktail du centre. Fait que là, si tu lui dis, regarde, oublie-moi pour le cocktail du centre, ou oublie-moi pour le cocktail de l'Est, on aurait pu faire ça, là. Mais vous avez vu les chiffres de Blainville tout à l'heure? Ça a fait 0. Alors nous, là, ne pas faire ça, c'est la perte de l'accès au marché, carrément. C'est pour ça que vous ne posiez pas de questions. Vous aimiez mieux payer puis avoir un retour sur votre investissement, entre guillemets, plutôt que de questionner M. Trépanier pour savoir s'il s'en mettait dans les poches ou pas. On préférait payer pour ne pas se fermer l'accès au marché.